40 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble au Nigeria. Les recherches des potentiels survivants toujours en cours. Toujours au Nigeria, élection régionale. Les résultats dans 6 États ont été invalides. Et en visite au Kenya, le président français Emmanuel Macron s'est prononcé sur la situation du Brexit au cœur donc de l'Europe. Bonjour à tous et merci de choisir First TV Africa pour vous informer. Soyez les bienvenus dans ce First News. Plus de 40 personnes ont été sorties vivantes après l'effondrement ce mercredi 13 mars d'un immeuble de 4 étages à Lagos au Nigeria. Et selon le directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos, alors que de nombreuses personnes, dont des enfants, sont pris au piège dans les décombres. On en sait plus dans cet élément. 30 morts, c'est le nouveau bilan de l'effondrement d'un immeuble mardi à Lekki, quartier UP de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Auparavant, un responsable des secours avait fait état de 22 morts. Mais le nombre de victimes a été revu à la hausse après les opérations de recherche entamées ce mercredi. Immédiatement après avoir reçu l'appel de détresse, nous avons réagi et nous avons contacté d'autres agences pour participer aux opérations de recherche et de secours. Pour l'instant, les causes de cet accident survenu au lendemain de fortes pluies sont toujours inconnues. Face à l'augmentation des écroulements d'immeubles dans le pays, les acteurs du secteur s'organisent. Nous souhaitons que toutes les autres parties prenantes du secteur de la sécurité sociale travaillent à la mise en place d'un projet pour empêcher ces effondrements si fréquents à Lagos. Les propriétaires de l'immeuble avaient déjà reçu une contravention pour dépassement du nombre d'étages approuvés, mais ils ont poursuivi les travaux. En septembre 2014, l'effondrement d'une église à Lagos avait fait une centaine de morts. Toujours au Nigeria, les élections régionales invalidées dans 6 États. Un nouveau scrutin est donc attendu ce samedi. C'est une annonce qui a été donc faite par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. On en sait plus dans cet élément. Des résultats incomplets et des irrégularités lors des élections régionales au Nigeria. C'est le constat de la Commission électorale nationale qui a invalidé le scrutin dans 6 États du pays. Un nouveau scrutin devra être organisé le 23 mars prochain. Il s'agit des États de l'Adamawa, Bauchi, Sokoto, Kano, Benue et du Plateau où les deux principales formations politiques, le Congrès des progressistes et le Parti démocratique populaire, sont au coude à coude. Cependant, la commission électorale est mise à mal par le Parti démocratique populaire qui l'accuse de vouloir favoriser le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes. Le scrutin qui s'est tenu le 9 mars dans 29 des 36 États de la Fédération nigériane donnait une légère avance au parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, dans 13 États. Au Nigeria, les postes de gouverneurs sont convoités. Ils tiennent les cordons de la bourse dans des domaines clés comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Et leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celle du président. C'est le début d'une expérience dans le ciel tchadien et probablement africain. Le bombardier Dash Q400 de la compagnie tchadienne Airlines a quitté l'aéroport international de N'Djamena pour relier donc la capitale économique camerounaise Douala. On en sait plus dans cet élément. C'est à l'aéroport international de Douala au Cameroun que le bombardier Dash Q400 a touché le sol. Le début d'une expérience qui sera suivie de plusieurs autres destinations internationales pour les compagnies aériennes tchadiennes. Dans ce premier vol de la compagnie Tchadia Airlines se trouvaient des fonctionnaires, des anonymes et un représentant de la compagnie partenaire Ethiopian Airlines qui détient 49% des parts. Le transporteur tchadien a commencé ses activités en octobre dernier, succédant ainsi à Toumaï Air Tchad, qui a fermé ses portes il y a 6 ans. En reliant le Cameroun et le Tchad, l'entreprise veut contribuer à la consolidation des liens sociaux, historiques et commerciaux entre les deux pays. Le Cameroun et le Tchad entretiennent de très longues et bonnes relations qui sont impulsées par la volonté de nos deux dirigeants
et qui ont fait qu'aujourd'hui, le Tchad, pour l'essentiel de ces échanges, tant l'import qu'à l'export, le fait avec le Cameroun. Il va donc de soi que cette compagnie aérienne qui vient en complément de nos autres relations commence ses vols par le Cameroun. C'est aussi pour marquer notre conviction aux autorités camerounaises et au peuple camerounais que nous comptons beaucoup sur ces relations-là et nous souhaitons davantage consolider ces relations. Face à une demande sans cesse croissante, la compagnie aérienne se fixe l'objectif de 3 vols par jour à destination du Cameroun. La compagnie tchadienne attend une bonne connectivité entre les deux pays frères, le Cameroun et le Tchad. Ce sont des pays frères, des voisins, et ils méritent une meilleure connexion par voie aérienne. Donc 3 fois par semaine n'est pas suffisant. Nous pensons relier Douala quotidiennement, bientôt au moins 3 fois par jour. Le jeune transporteur dispose déjà d'une flotte de 2 bombardiers d'HQ-400, effectuant plusieurs trajets locaux. Sur le plan international, il se rend déjà à Kano au Nigeria, à Bangui en République centrafricaine, à Khartoum au Soudan et à Niamey au Niger. Toujours dans le domaine aérien, cette note triste des parents et proches des victimes du crash de l'avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines se sont donc rendus sur les lieux du drame. Un véritable choc que je vous invite à suivre maintenant. Une femme inconsolable à son arrivée sur les lieux du crash d'Ethiopian Airlines. Kabebe Olegese a perdu sa fille, hôtesse de l'air. Une mère sous le choc, mais résignée à l'idée qu'elle ne reverra plus jamais son enfant. Ce que je demande maintenant, c'est récupérer le corps de mon enfant. Ce qui est arrivé est arrivé. Je suis venue ici pour voir où ma fille a perdu la vie et faire la paix. Un peu plus loin, d'autres parents et proches sont également venus honorer la mémoire des victimes. Ces 2 hommes ont perdu un de leurs amis. Nous sommes venus ici pour rendre hommage à notre ami. Même si nous ne pouvons pas voir le corps de Mulugeta, nous sommes venus déposer nos larmes à l'endroit où il a perdu la vie et lui faire nos adieux. C'était un homme humble qui craignait Dieu. Tout le monde le connaissait comme une personne positive, humble et bonne. Le Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche alors qu'il effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi. Il avait à son bord 157 personnes. Aucune n'a survécu. Le nouveau Premier ministre algérien a rencontré son prédécesseur cette semaine et ce, malgré un climat tendu dans le pays. On en sait plus dans cet élément. Le nouveau Premier ministre algérien Noureddine Bédieu a rencontré son prédécesseur Ahmed Ouyaya le 12 mars à Alger. Une rencontre qui s'inscrit dans un contexte tendu en raison de la forte mobilisation de la rue qui rejette un système Bouteflika vieux de 20 ans. Le numéro 1 du gouvernement a salué les efforts consentis par son prédécesseur et promet d'être à l'écoute du peuple. Je voudrais tout d'abord rendre hommage au président Bouteflika et le remercier pour la précieuse confiance qu'il m'a accordée. Je tiens également à saluer tout particulièrement son Excellence, le Premier ministre et frère, et le féliciter pour tous les efforts qu'il a déployés au service de l'Algérie. Tout au long de ces dernières années, je promets à tous les citoyens que nous serons jour et nuit à l'écoute des gens, que nous nous rapprocherons d'eux et que nous les servirons, surtout pendant ces appels. De son côté, l'ancien Premier ministre a adressé un message de gratitude au président Abdelaziz Bouteflika. Un mot au président. Nous renouvelons par les médias la gratitude que j'ai exprimée hier pour m'avoir permis d'avoir la confiance nécessaire pour mener à bien cette tâche. Je suis pleinement fidèle et au service de l'Algérie.
Rappelons que le président algérien Abdelaziz Bouteflika a renoncé à sa candidature pour un 5e mandat, s'inclinant devant des semaines de manifestations de masse contre ses 20 ans de règne par un peuple exigeant une nouvelle ère politique. En visite au Kenya, dernière étape de sa tournée en Afrique de l'Est, le président français Emmanuel Macron déclare que l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas négociable. Il ajoute ainsi que la solution à l'impasse actuelle sur le Brexit après le 2e rejet de l'accord par le Parlement britannique est à Londres. L'accord de retrait n'est pas négociable. Et donc, si les Britanniques demandent un nouveau délai, cela peut être un délai technique pour mettre en œuvre une sortie. À ce moment-là, il appartiendra d'observer cette demande et notre négociateur aura à s'exprimer. Mais si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pourquoi en faire. Et en particulier qu'il apporte quelque chose, et donc que ce ne soit pas pour renégocier un accord que nous avons déjà négocié pendant de nombreux mois, dont nous avons dit qu'il n'était plus négociable et dont nous avons constaté à multiples reprises qu'il ne donnait pas lieu à une majorité positive au Parlement britannique. Voilà ce que je peux vous dire. La solution à l'impasse actuelle, elle est à Londres. L'Europe doit continuer à avancer. Les citoyens européens dans les 27 autres pays, eux, ont décidé de rester dans l'Europe, d'avancer, de faire. Et donc, nous ne devons pas perdre de temps parce que le monde, lui, ne nous attend pas. Le procès au Japon du français Marc Karpeles, baron déchu du Bitcoin, qui sera donc fixé sur son sort vendredi, a mis en lumière la face sulfureuse de cette devise virtuelle. Suivons ensemble cette vidéographie qui nous explique un petit peu cette monnaie virtuelle. Le Bitcoin est une monnaie dématérialisée créée en 2009 à partir de codes informatiques par une ou un groupe de personnes dont l'identité reste encore mystérieuse. Contrairement à une monnaie classique, elle ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune banque centrale. Le contrôle et la régulation du Bitcoin sont assurés par ses utilisateurs via le système de blockchain, chaîne de blocs, un livre de compte infalsifiable qui contient l'ensemble de l'historique partagé dans le réseau. Ce processus mathématique permet des transferts anonymes et sécurisés. Les utilisateurs créent d'abord un porte-monnaie à Bitcoin en utilisant leur ordinateur ou téléphone. Ce porte-monnaie prend la forme d'une adresse unique qu'on utilise à chaque transaction. Ils peuvent l'utiliser pour acheter sur le net des biens ou des services, ou bien les échanger avec d'autres devises. Tout paiement est validé par des membres de la communauté qui tracent l'origine de chaque Bitcoin en utilisant un logiciel de minage. Cela garantit que chaque Bitcoin ne peut être dépensé dans plusieurs endroits simultanément. Durant le minage, les ordinateurs des membres du réseau font tourner des algorithmes cryptographiques qui nécessitent beaucoup de ressources. Ils sont mis en concurrence et les plus rapides sont récompensés par des nouveaux bitcoins. C'est la seule et unique façon de créer de nouveaux bitcoins. Mais il y a une limite, 21 millions d'unités, dont les 3/4 sont déjà en circulation. Les avantages de cette crypto-monnaie sont nombreux. Anonymat des transactions, transfert quasi instantané et frais nuls, absence de limite dans les montants, pas d'intermédiaire. A l'inverse, certains voient dans cette monnaie dématérialisée des inconvénients. Le caractère irréversible des transactions, sa volatilité due au faible volume échangé et la sécurité. Mal protégés, les portefeuilles numériques peuvent être volés par des pirates informatiques. Enfin, certains regrettent que la discrétion des transactions permette toutes sortes de trafics sur des marchés illégaux sur Internet. La peine de mort, qu'est-ce que c'est? Quels sont les pays qui n'ont pas encore aboli cette loi? La Californie va décréter donc un moratoire sur les exécutions. Ici, je vous invite à suivre cette vidéographie sur les méthodes d'exécution. Les pays qui pratiquent la peine de mort utilisent différentes méthodes pour exécuter leurs condamnés. La plupart des pays ont choisi l'exécution par arme à feu. De nombreux pays ont opté pour la pendaison. Certains autres, notamment les États-Unis, la Chine et le Vietnam, exécutent leurs condamnés à l'aide d'une injection létale.
Pour pallier la pénurie de ces substances, les États-Unis ont aussi opté pour la chambre à gaz, la chaise électrique ou le peloton d'exécution. La lapidation est légale dans très peu de pays. Dans les faits, elle n'est appliquée qu'en Iran en cas d'adultère. La décapitation n'est pratiquée qu'en Arabie Saoudite et en public. Les États-Unis sont les seuls à recourir à la chaise électrique et uniquement à la demande du condamné. En Afrique du Sud, le cinéma d'animation est donc rentré dans les habitudes des Sud-Africains. Beaucoup d'entre eux se rendent au cinéma et surtout pour suivre des films d'animation. Objectif, s'évader. On suit ensemble cet élément. Le cinéma d'animation se révèle de plus en plus dans le cinéma sud-africain. Le studio Triggerfish, comme Disney, fait voyager l'imaginaire à travers Adventure in Zambezia, un film d'animation qui fait sensation dans le pays. Le film sorti en 2012 vise à créer un récit diversifié pour les enfants africains. Il a rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office, consolidant ainsi la société comme pionnière dans le cinéma d'animation africain. Une grande partie du contenu que nous recevons, qui est produit dans ce média, est très eurocentrique et assez occidental. Et je pense qu'il y a certainement une grande valeur à diversifier ce contenu dans cette industrie. Et il y a aussi beaucoup d'histoires afrocentriques qui peuvent être racontées et qui peuvent vraiment donner une grande valeur aux productions. Avec de nombreuses récompenses dont une animation aux Academy Awards 2018 pour le meilleur court-métrage et de nombreux prix sud-africains, Triggerfish est désormais à l'avant-garde de l'industrie cinématographique. Je pense que l'animation est le plus grand type de récit que l'on puisse faire. C'est tout ce que l'on peut imaginer créer et que l'on peut utiliser, la métaphore et les animaux parlants. C'est donc une excellente façon de communiquer, car on peut faire passer des histoires qu'on ne peut pas raconter autrement. Malgré les difficultés liées à la gestion d'un studio d'animation, il semble que Triggerfish a pu se démarquer. Il s'inspire de la ville et du pays et pense que les thèmes africains, qui traversent nombre de leurs caractéristiques, constituent un argument de vente important. Triggerfish existe depuis un bon moment. Je dirais qu'ils ont été capables de produire des longs métrages là où d'autres n'ont pas eu de succès. Ils créent et produisent donc leur propre contenu, ce qui est fantastique, à l'intérieur d'un espace de fonctionnalité qui est énorme. Ils ne font qu'ouvrir l'Académie Triggerfish, ce qui est fantastique parce qu'il s'agit vraiment de développer et d'améliorer les compétences. Triggerfish se lance dans la formation en mettant sur pied la Triggerfish Academy. Le studio s'est également lancé dans l'industrie du jeu, s'établissant comme acteur sur un autre marché en plein essor en Afrique du Sud. Et nous recevons Samuel Kofi pour parler d'économie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Romaric. Alors, l'OPEP, malgré la pression de l'Arabie Saoudite, le Nigeria n'est pas prêt de réduire sa production de pétrole. Oui, le Nigeria n'a toujours pas réduit sa production de pétrole conformément à l'accord convenu entre les pays de l'OPEP et la Russie en décembre dernier afin de stabiliser les prix. Engagé dans une stratégie de hausse de sa production dans un contexte économique délicat, le premier producteur de pétrole du continent va devoir faire un choix sous la pression des principaux membres de l'organisation, notamment l'Arabie Saoudite. Investissement Immorate Invest dévoile ses intentions pour 2019. Rappelons que Immorate est une société marocaine d'investissement spécialisée dans l'acquisition ou le développement donc, des actifs immobiliers et professionnels à usage locatif. Oui, fort de ses belles performances au cours de l'année dernière, Immorate Investing a annoncé les perspectives pour cette année 2019. La firme marocaine spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers prévoit des investissements se situant
entre 150 millions de dirhams et 200 millions de dirhams, soit environ 15,5 et 20,7 millions de dollars. Industrie cacaoyère, une délégation néerlandaise en prospection à Abidjan et Accra. Oui, une importante délégation de l'industrie cacaoyère des Pays-Bas est en visite depuis le 11 mars dernier en Afrique de l'Ouest. Après un séjour en Côte d'Ivoire, les 11 et 12 mars, la délégation sera au Ghana. Ce voyage d'affaires vise à identifier de nouvelles connexions et d'opportunités commerciales dans le marché cacaoyère dans ces deux pays. Merci à vous Samuel Kofi, que nous retrouverons très prochainement. Merci. Et c'est cette note que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur First TV Africa.